Le gouvernement réglemente désormais les interventions des agents publics de santé dans les structures sanitaires privées. C'est ce qui ressort du point du Conseil des ministres qui s'est tenu ce matin sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. On fait le point en début de journal. Et puis, ouverture ce jeudi à Ouagadougou de la 5e édition du Salon international de l'arbre, placé sous le thème Arbre et résilience. La cérémonie d'ouverture est intervenue cet après-midi au parc urbain Bangrouego. Plus de détails à suivre dans un instant. Et enfin, mouvement d'humeur ce matin de la coalition Justice pour les victimes de Cotradis. La coalition a exprimé sa colère devant l'ambassade du Maroc au Burkina Faso. Images et réactions à suivre au cours de cette édition. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et merci de nous suivre. Le Conseil des ministres s'est tenu ce jeudi sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Le Conseil a ainsi délibéré sur plusieurs dossiers inscrits à son ordre du jour. Au titre du ministère en charge de la Santé, le Conseil a décidé de la réglementation des interventions des agents publics de santé dans les structures sanitaires privées. On découvre le point des travaux avec Michael Tougri et Wenlassida Kabori. Au titre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le Conseil a adopté un rapport relatif à la problématique des interventions des agents publics de santé dans les structures sanitaires privées. Pour le ministre Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, cet encadrement passera par des signatures de conventions entre les agents publics de santé, les structures publiques de santé, les universités desquelles relèvent ces agents de santé et les structures privées de santé où ils doivent intervenir. Cette réglementation permettra aux agents de santé du public d'intervenir 8 heures par semaine dans le privé, cela en une journée ou en 2 demi-journées. Toutefois, le Conseil a adopté des dispositions transitoires très importantes. À cet effet, pour les spécialistes, cette autorisation d'intervenir dans les structures privées est d'une durée de 2 ans maximum. À cet effet, le Conseil a également adopté des dispositions transitoires très importantes sur la question. Pour les spécialistes, cette autorisation d'intervenir dans les structures privées est d'une durée de 2 ans maximum, au bout de laquelle les spécialistes seront invités à choisir formellement entre être dans le public et être dans le privé, a expliqué le ministre Kargougou, qui a ajouté que pour le reste des corps de la santé, cette autorisation est d'une durée d'1 an maximum, au bout de laquelle un choix devra être opéré pour l'exercice de la fonction. L'adoption de ce rapport permet de clarifier les interventions des agents publics de santé dans le secteur privé, de minimiser les conflits d'intérêts souvent patents, d'améliorer la disponibilité des agents publics dans les structures publiques de santé et donc d'améliorer l'accès équitable de la population, toutes catégories sociales confondues, aux services de santé de qualité. Le ministre en charge de la Santé a précisé également que l'adoption du présent rapport permettra de clarifier l'intervention des agents publics de santé dans le privé, de minimiser les conflits d'intérêts, d'améliorer la disponibilité des agents dans les structures sanitaires publiques et d'améliorer l'accès équitable de la population aux services de santé de qualité. Et le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement a fait au Conseil une communication sur la célébration de la 5e édition de la Journée nationale de l'arbre prévue le 15 juillet prochain dans la région du Centre, placée sous le thème de l'arbre, symbole de résilience des communautés dans un contexte d'insécurité. Cette journée servira de cadre pour le lancement de la campagne nationale de reforestation 2023. Nous vous proposons un extrait du ministre Roger Barrot qui s'est exprimé à l'issue du Conseil des ministres. Cette édition de la Journée nationale de l'arbre permettra de mettre en terre dans la région du Centre
60 000 plants qui seront mis sur un espace de 100 hectares. On a mis la priorité sur les plantes médicinales et les plantes qui vont produire les produits forestiers non ligneux pour permettre à la population d'avoir des sources de ravitaillement pour la nutrition. Également, pendant cette journée, on va profiter de lancer la campagne nationale de reforestation qui va permettre de mettre en terre 5 millions de plants au niveau national. Les innovations pour la 5e édition de la Journée nationale de l'arbre sont entre autres la mise en œuvre de l'initiative Une école, un jardin botanique. Nous allons sélectionner 100 écoles au sein desquelles nous allons mettre en place des jardins botaniques. Les critères, il faut être une école clôturée. Ça, c'est très important. On aura également l'initiative, la création d'un bosquet pour chaque institution étatique. Donc, les bosquets vont porter le nom des institutions et on va encourager les institutions qui reçoivent nos plans à mettre en place ces bosquets-là. Et on a également la réhabilitation de la ceinture verte qui va permettre à la ceinture verte de retrouver sa vocation initiale qui est de protéger les 3 barrages, 1, 2, 3 de Ouagadougou, de l'érosion éolienne, hydrique et également de protéger la ville contre les effets néfastes du changement climatique. On reste dans le registre de l'environnement pour parler cette fois-ci de l'ouverture cet après-midi de la 5e édition du Salon international de l'arbre dans la capitale burkinabé. 72 heures durant, le poumon vert sera au cœur des réflexions, notamment sur la question de son rôle en appui à la capacité des populations à faire face au changement climatique et à la crise sécuritaire. Cette édition se tient au parc urbain Bangrego et est placée sous le thème Arbre et résilience. Assunta Somé et Maxime Jean-Eudes Bambara. La 5e édition du Salon international de l'arbre SIA bat son plein au sein du poumon vert de la capitale burkinabé. Vitrine de promotion de plants et de produits dérivés de l'arbre, le SIA 2023 est placé sous le thème Arbre et résilience. Une manière pour le comité d'organisation de mettre au cœur des réflexions le rôle essentiel de l'arbre en appui à la capacité des populations à faire face non seulement au changement climatique, mais aussi à la crise sécuritaire que vivent les pays de la sous-région ouest africaine, notamment le Burkina Faso. Le directeur de cabinet du ministre en charge de l'environnement, Thomas Yampa, qui a présidé cette cérémonie d'ouverture, a saisi l'occasion pour interpeller la population à travailler à la restauration du couvert végétal. Avec l'arbre, nous avons en fait des produits de la médecine, nous avons des denrées alimentaires, nous avons du bois de chauffe, tout comme tout ce qui est énergie, tout ce qui est bois d'œuvre également. Donc, c'est-à-dire que l'homme ne peut pas effectivement s'en passer de l'arbre qui participe également à l'épuration, que ce soit l'air ou les eaux. Donc, c'est vraiment une nécessité impérieuse pour tout citoyen et l'ensemble des communautés à protéger l'arbre pour que l'arbre également protège la vie. Selon Rodrigue Ilou, coordonnateur général du comité d'organisation du Salon international de l'arbre, l'innovation majeure de cette 5e édition est l'introduction parmi les activités d'un cross salubrité prévu pour le samedi 8 juillet prochain. Cette innovation vient du fait que nous sommes dans le parc et en échangeant avec les autorités du parc, nous savons que chaque saison pluvieuse, le parc est envahi par des déchets plastiques surtout, qui sont des déchets laissés par les riverains sur la voie publique qui se retrouvent dans les caniveaux et qui viennent dans le parc. Et ça menace la vie des animaux qui sont dans le parc parce qu'ils peuvent les ingurgiter et puis avoir des taux de mortalité élevés. Donc nous avons voulu par ce cross sensibiliser les riverains et en nettoyant ce qu'on aura comme déchets sur la voie publique et en même temps sensibiliser les riverains pour ne pas laisser ces déchets-là. Donc, en plus du cross salubrité, cette 5e édition sera marquée par une conférence publique sur le thème Arbre et résilience dans un contexte de changement climatique et de crise sécuritaire. 72 heures durant, les acteurs du domaine vont également montrer leur savoir-faire à travers des expositions de plants et produits dérivés de l'arbre. Le premier vol retour du pèlerinage à la Mecque s'est effectué dans la nuit de mercredi. Plus de 400 pèlerins sont donc de retour avec ce vol qui a atterri autour de 23 heures à l'aéroport international de Ouagadougou. Dès leur arrivée, ils ont été accueillis par le ministre délégué chargé de la sécurité et les responsables de la Fédération des associations islamiques du Burkina. Les pèlerins ont exprimé leur joie d'avoir accompli le 5e pilier de l'islam et prié pour le retour de la paix au Burkina. Abdul Rahim Yeye. Il est 23h ce mercredi 5 juillet lorsque l'Airbus de la compagnie Lion Air
se pose à l'aéroport international de Ouagadougou. À bord, il y a 430 nouveaux pèlerins. Avant leur descente, ils sont rejoints en cabine par le ministre délégué en charge de la sécurité, le commissaire principal de police Mahamadou Sana. Il a au nom du gouvernement félicité les pèlerins et leur traduit sa reconnaissance du fait de leur prière pour le retour de la sécurité au Burkina Faso. Et cet accueil témoigne également une marque de soutien à nos frères et sœurs musulmans qui sont partis effectuer un acte noble, un acte louable, lequel acte constitue également le 5e pilier de l'islam. Puisse Allah exauce leur pèlerinage et agrée leurs prières, également exauce leurs invocations, parce que nous sommes convaincus qu'y étant, ils ont pensé au pays, ils ont prié pour le pays, ils ont fait des invocations pour le pays, pour que le retour de la paix et de la sécurité soit effectif. Il y a la fatigue certes, mais la joie se lit sur les visages des pèlerins à leur descente d'avion. Le séjour en Terre Sainte s'est passé comme prévu et ils disent avoir profité de l'occasion du Hajj pour implorer le Tout-Puissant afin que la paix revienne au Burkina Faso. Tout est bien passé, on a pu remplir ce que nous devrons accomplir. Donc c'est une joie pour nous et puis on est fiers. Alhamdulillah. On a prié pour nous, pour notre famille et puis pour le pays aussi. On a beaucoup prié pour notre président, pour que Dieu l'accompagne, pour qu'il puisse accomplir son engagement. C'est ça. On a beaucoup prié. Donc c'est la première des choses à faire. La première des doigts, c'est demander la paix d'abord. S'il y a la paix, tout le monde peut vaguer à nos préoccupations, tout et tout. Donc je crois que, Inch'Allah, on a prié pour la paix d'abord. En attendant de faire le bilan du Hajj 2023 après l'arrivée de tous les pèlerins, le Comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque se réjouit de l'organisation. Les pèlerins burkinabés ont pu accomplir les différents rituels du Hajj dans de bonnes conditions, selon Boukari Traoré, membre du comité. Tout le monde est bien arrivé, tout le monde a pu effectuer son Hajj et le point culminant du Hajj, là, ça a été Arafat, qui a eu lieu le 27 juin, où on a réuni les pèlerins pour qu'ils fassent des bénédictions en direction du pays, surtout, et nous vivons une situation d'insécurité et c'était nécessaire qu'en tout cas, tous les pèlerins coalisent leur voix et leur invocation pour que la paix et la sécurité reviennent au Burkina Faso. Tout s'est bien passé, donc nous sommes en train d'attendre, aujourd'hui c'est le premier vol officiel, donc il y aura 13 vols à Ouagadougou ici et il y aura 14 vols à Bobo. Donc c'est 4 vols du moins à Bobo. Pour cette année 2023, 8143 Burkinabés ont pris part au pèlerinage à la Mecque. Il s'agit du plus grand quota accordé au Burkina Faso depuis l'avènement de la pandémie du coronavirus et le président de la Fédération des associations islamiques du Burkina s'en félicite. Le dernier vol retour des pèlerins burkinabés est prévu pour le 18 juillet prochain. On vous le disait en titre, un mouvement d'humeur ce matin de la coalition Justice pour les victimes de Cotradis face au litige commercial survenu entre Cotradis et la société marocaine Fenibroset. La coalition a exprimé sa colère devant l'ambassade du Maroc au Burkina. Objectif, attirer l'attention des autorités marocaines sur cette situation dans l'optique de rendre justice aux victimes Alexis Wenkouni Belemnaba et Sanata Seri. Justice! 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 Pancarte et banderoles à main, ces hommes, femmes, amis, parents et collègues des victimes, des camions fournis par l'entreprise marocaine Fenibroset manifestent devant l'ambassade du Maroc au Burkina Faso. Ce mouvement d'humeur vise, selon les manifestants, à attirer l'attention des autorités marocaines sur la situation et faire pression afin que des mesures de réparation soient prises en faveur de la Continentale de transport et de distribution Cotradis conformément à la décision de justice. Nous avons adressé une correspondance à l'ambassade disant que nous avions au préalable échangé avec eux. Nous leur avons remis le mois dernier une lettre. Jusqu'aujourd'hui, un mois après, aucune réponse. Pourquoi ce dialogue de sourds? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette situation perdure?
nous sommes allés leur dire qu'il faut qu'ils réagissent, qu'il faut qu'ils saisissent cette société Feni Brossette et nous permettent de rentrer dans nos droits, afin que les victimes soient indemnisées. Les manifestants demandent l'intervention de l'ambassade du Maroc au Burkina Faso auprès de la justice de son pays pour que le verdict rendu par la justice ivoirienne en 2018 soit appliqué. En effet, l'affaire a été jugée en Côte d'Ivoire où siégeait la dite entreprise marocaine et Cotradis avait obtenu gain de cause. Feni Brossette a été condamné à indemniser l'entreprise burkinabé à hauteur de 1,7 milliard de francs CFA. Toutefois, Feni Brossette refuse d'exécuter les décisions rendues par les tribunaux ivoiriens et la justice marocaine tarde à appliquer le verdict. Ça a été jugé au Burkina, ça a été jugé en Côte d'Ivoire à CCJA, il a eu gain de cause, donc il ne peut que passer à la caisse. Et c'est au moment de passer à la caisse que nous avons vu que l'entreprise s'est déclarée en faillite et a plié bagage pour repartir chez elle. Je pense que ce n'est pas normal, il faut que les Burkinabés se mobilisent pour l'aider à entrer dans ses droits. Ce n'est pas une question du promoteur seulement. C'est l'ensemble des travailleurs qui se sentent floués et il faut qu'on puisse réparer les injustices subies. On est sorti aujourd'hui pour manifester, pour dire entre les deux pays, normalement s'il y a des trucs comme ça, ils devaient intervenir pour que l'affaire ne tire pas loin. Voilà, donc on est sorti, parce que l'affaire est durée, on est sorti pour manifester. Voilà, pour dire que vraiment si l'ambassade de Maroc peut intervenir à ce que on puisse avoir des remboursements, voilà, là ça serait un peu bien Cette histoire, faut-il le rappeler, remonte à 2015. L'entreprise burkinabé Cotradis avait commandé 20 camions de transport de minerais de marque Iveco avec l'entreprise marocaine Feni Brossette. La livraison a été faite en juin 2015. Quelques mois plus tard, des accidents ont été enregistrés entraînant ainsi un mort et des blessés. Il est ressorti de l'enquête que les véhicules livrés n'étaient pas des camions tracteurs comme spécifié, mais plutôt des porteurs modifiés en camions tracteurs. Des modifications qui ne respectaient pas la directive pour la transformation et le carrossage des véhicules prescrits par le constructeur Iveco. Si rien n'est fait, la coalition Justice pour les victimes de Cotradis entend mener d'autres actions pour se faire entendre. Ouverture ce matin à Ouagadougou d'un atelier de convergence digitale dialogue développement initié par l'association Dialogue sans frontières. Ce cadre a pour objectif d'accompagner les jeunes afin qu'ils utilisent les nouvelles technologies pour véhiculer des valeurs de paix et de développement. Transformation digitale inclusive pour accélérer l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes et femmes au Burkina Faso est le thème retenu pour cet atelier de 48 heures. Mamidriana Kamabou. Le numérique représente de nos jours une opportunité pour les jeunes d'avoir accès à des compétences et des solutions financières pour s'engager dans l'entrepreneuriat innovant. Cependant, les réseaux sociaux peuvent aussi conduire à des situations indésirables si leur utilisation ne respecte pas certaines normes et une certaine déontologie. Pour inviter les jeunes à faire du digital un outil de travail, un cadre dénommé Atelier de convergence digitale, dialogue, développement a été initié. Selon son initiateur Philippe Savadogo, c'est aussi pour inciter les jeunes à mieux utiliser le digital. Beaucoup de gens pensent que les réseaux sociaux n'ont que pour objectif de communiquer de manière stérile, c'est-à-dire sans grands objectifs. Il faut que nous sachions que rien n'est fait au hasard, mais que nous pouvons aussi utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Nous devons aussi comprendre que la loi est là et qu'il n'y a aucune loi sans, sanction. Pour cette première journée, 2 panels ont été inscrits. Il s'agit de l'état des lieux de la contribution des jeunes leaders à la consolidation des acquis en matière de dialogue interreligieux, interculturel et intergénérationnel, ainsi que la contribution des projets digitaux à la consolidation de la paix. La présidente de la Commission de l'information et des libertés, Marguerite Ouedraogo Bonane, présente à cet atelier, est venue encourager le promoteur et les participants. Elle se réjouit de ce cadre qui a pour objectif
d'accompagner les jeunes afin qu'ils utilisent les nouvelles technologies, les plateformes numériques pour véhiculer nos valeurs, des valeurs qui vont contribuer à la paix et au développement dans notre pays. Et également utiliser ces plateformes à bon escient et de façon responsable. Transformation digitale inclusive pour accélérer l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes et des femmes au Burkina Faso. C'est sur ce thème que se tiennent les travaux de cet atelier. Les participants vont évaluer les acquis à court, moyen et long terme des plateformes des jeunes leaders et celles de femmes leaders sur une période de 3 ans. Ils bénéficient de l'appui du Fonds des Nations Unies pour le développement. Dans le contexte du Burkina Faso, où une grande partie, plus que 70% de la population, ce sont des jeunes, nous croyons que les jeunes ont une grande contribution à faire avec ces outils, en utilisant ces outils pour accélérer le développement et la consolidation de la paix au Burkina Faso. Au sortir de cet atelier, les participants vont formuler des recommandations qui vont servir de rudiments nécessaires pour mieux actionner les leviers conduisant à la consolidation de la paix durable au Burkina Faso. Transformation digitale et cybersécurité, c'est sous ce thème que s'est également tenue ce jeudi une conférence publique qui a réuni plusieurs spécialistes du domaine de la cybersécurité. Occasion pour les conférenciers du jour de montrer les enjeux et aussi de proposer des solutions afin d'endiguer le phénomène de la cybersécurité. Alexis Wenkouni, Belem Naba. C'est un phénomène qui a causé un préjudice financier de plus de 2 milliards de francs CFA à l'État burkinabé entre mai et décembre 2021. L'État burkinabé est attaqué dans le cyberespace, notamment à travers ses institutions qui sur ses symboles de communication, selon les données de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. De véritables enjeux pour le Burkina Faso, selon Sié Maxime Da, conseiller technique à la Commission technique d'éthique et de liberté. En termes de gestion des plaintes, des personnes qui se font avoir sur la toile pour l'année 2021, nous étions à 965 plaintes. Et pour le préjudice en termes de finances, que la Brigade centrale de lutte et la cybercriminalité a pu, bien entendu, au regard des plaintes qu'elle a pu traiter, s'estime à 2 milliards et quelques pour l'année 2000, entre mai 2020 et 2021. Pendant que des structures travaillent à avancer, des personnes malveillantes travaillent à détourner des capitaux, que ce soit des individus ou des personnes physiques. Alors sur le plan social, vous allez vous rendre compte que ça peut ruiner des personnes, ça peut ruiner des entreprises, des actes de cyberattaque ou des actes de cyberescroquerie peuvent vous amener à vider vos portefeuilles. Sur le plan législatif, malgré les textes qui existent, le phénomène de cybercriminalité a la peau dure au Burkina Faso. Il faut une veille permanente et actualiser les outils juridiques pour assainir l'écosystème, selon Sié Maxime Da. L'État, pour accompagner ces différentes structures, a mis en place des lois pilotées par des structures spécifiques qui revêtent une certaine limite dans leur application, indique le chef de service analyse et expertise technique de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Ce qui existe déjà comme texte, ce n'est pas suffisant. Et souvent, l'application pose des problèmes parce que c'est un phénomène qui est un peu complexe et qu'on a ratifié par exemple dans beaucoup de lois internationales et sous-régionales, la loi principale de Budapest, mais il y a des lois à l'interne, malgré la révision du code pénal, mais qui ne sont pas suffisants. Ces textes ne sont pas suffisants, en effet, pour gérer les problèmes de la cybercriminalité. Dans ce contexte de crise sécuritaire que vit le Burkina Faso, plusieurs actions sont menées afin d'endiguer ce phénomène qui alimente le terrorisme. Il reste encore à faire selon les conférenciers du jour. La synergie d'action entre les entités étatiques et structures de l'écosystème du numérique, le renforcement des moyens humains, des compétences pointues dans le domaine de la cybersécurité et de faciliter les coopérations avec les entités internationales. Hors de chez nous, au Nigeria, pour clore ce journal, après la levée des subventions, la demande en carburant a considérablement baissé. En effet, la consommation quotidienne a chuté de 28%, passant de plus de 60 millions de litres à moins de 49 millions de litres pour le mois dernier.
Avec la fin des subventions, les Nigérians s'approvisionnent beaucoup moins en carburant. Selon l'organe en charge de la régulation de ce secteur, en moyenne, la consommation quotidienne a chuté de 28%, passant de 66 millions de litres à 48 millions de litres pour le mois de juin. Dans le même temps, les prix ont triplé à la pompe depuis le 29 mai dernier, provoquant la colère des syndicats des transporteurs. Les petites entreprises et des millions de ménages qui dépendent des groupes électrogènes pour s'alimenter en électricité sont fortement touchés. Les subventions sur le carburant avaient permis de maintenir des prix bas pendant des décennies dans la plus grande économie d'Afrique et de nourrir un marché de la contrebande dans les pays voisins. En revanche, elles ont obligé l'État à emprunter beaucoup plus, augmentant la dette publique. L'année dernière, le gouvernement a dit avoir dépensé 10 milliards de dollars pour maintenir cette mesure. Selon la Banque mondiale, le pays pourrait économiser plus de 5 milliards de dollars cette année. Et on s'arrête ici pour cette session d'information. Merci pour votre constante fidélité à nos programmes.